voudrais qu'on parle un tout petit peu de coopération Afrique-Russie, puisque vous êtes monsieur... Avec plaisir. Monsieur Russie de l'Afrique. Avec plaisir. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que les sous-sols russes et africains sont très riches. La Russie, en plus d'avoir donc ces sous-sols riches, peut offrir à l'Afrique de la technologie, de l'industrie lourde, des savoir-faire pratiques. Qu'est-ce que l'Afrique peut offrir en retour à la Russie, pour qu'on comprenne très bien le fondement existentiel de cette coopération? Avant tout, je dois dire que bien sûr, nous ne sommes pas contents du niveau de notre coopération avec les pays africains. Malheureusement, cet élan qui a été fait pendant le premier sommet n'a pas été soutenu au niveau nécessaire à cause de pandémie qui a commencé juste dans quelques mois après le sommet. Et pendant 2 ans, c'était très difficile de communiquer, de trouver les relations, mais quand même, moi et nos dirigeants, comme notre ministre des Affaires étrangères, on a fait pas mal de voyages en Afrique et à ce qu'il paraît, nous avons trouvé des points communs avec les Africains où nous pouvons coopérer mutuellement dans l'esprit de mutuel, comment dire... Donnant, respect mutuel. Donnant, comme vous voulez, ça, on peut dire comme ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la Russie peut donner à l'Afrique pendant toute cette période? Ça veut dire le blé, les engrais, bien sûr ce qu'on appelle raw materials, le ciment, la bois, beaucoup de choses pour la construction. Les produits de la métallurgie, les tubes, etc. Mais c'est un seul élément. Il y a encore l'autre élément où nous pouvons être compétitifs, c'est surtout l'énergie. Puisqu'en matière d'énergie, par exemple en matière d'énergie nucléaire, nous sommes les leaders. Avec Rosatom? Avec Rosatom, puisque nous avons fait un saut technologique dans ce domaine. Il y a déjà un grand projet phare en Égypte où on bâtit Dabba, une grande centrale nucléaire électrique. On a annoncé le Maroc aussi, des pourparlers. Pas encore. Mais nous avons fait des propositions, et moi-même je faisais ces propositions aux leaders africains, parce que là où, par exemple, les Africains ne sont pas prêts, par exemple, financièrement, de bâtir une grande centrale nucléaire, mais même si on peut discuter cela, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, où il y a des gros problèmes en matière d'énergie, on peut parler de la construction des réacteurs soit dits compacts, compact nuclear reactor. Donc vous êtes pour la promotion du nucléaire civil, pour aider à régler le problème d'énergie en Afrique? Puisque ça, il faut expliquer au peuple africain, puisque quand les Occidentaux parlent de ce qu'on appelle l'énergie, green energy, énergie verte, oui. Verte, etc. C'est pas. Il faut expliquer qu'est-ce qui se trouve derrière ce slogan. Le slogan est très généreux et fait beaucoup de bruit, mais quand on regarde, est-ce qu'on peut remplacer, par exemple, la centrale à la base de gaz, de charbon ou nucléaire par solaire ou l'énergie de vent, on se voit que ça marche, mais pas pour l'industrie. Oui. Mais l'Afrique a besoin de l'industrialisation. Bien sûr. Et l'industrialisation ne peut pas être faite qu'à la base de grandes productions énergétiques qui peut être fournie seulement à la base ou des produits comme charbon, pétrole ou gaz. Et ce qu'on dit, ça ne marche plus dans le monde contemporain, même si c'est inévitable. Nous pensons que c'est inévitable. Pendant une très longue période, il est impossible de travailler sans et de développer les pays sans cela. Mais l'énergie nucléaire, c'est une énergie pure.
Elle est verte, il n'y a pas d'émissions de charbon du tout. Alors ça veut dire que nous avons eu Sochi 1 qui, pour beaucoup d'Africains, a été une grande messe de promesses, de déclarations de belles intentions. Avec Sochi 2 qui est à venir pour l'été prochain, on va aller sur des sujets beaucoup plus concrets. La Russie va faire une offre générale aux pays africains d'énergie nucléaire pour régler leurs problèmes de déficit énergétique. Pas seulement en matière nucléaire, mais dans d'autres domaines, puisqu'il y a la coopération, puisque vous comprenez. Nous pensons que l'Afrique va faire un grand saut technologique et industriel pendant des années à venir. L'Afrique est en train de préparation, puisque qui a pu imaginer, par exemple, il y a une quarantaine d'années, que la Chine deviendra une des premières puissances industrielles? Personne. C'est la même chose pour l'Afrique. L'Afrique a tout. Tous les atouts, si vous voulez. Tous les atouts, parce qu'elle a l'énergie, elle a les ressources minérales nécessaires, et aussi elle a une population jeune et qui a besoin de l'éducation. Oui. Et c'est l'autre atout de notre coopération. La Russie peut proposer cette éducation de très haut niveau. Et déjà, c'est très facile pour les Africains de coopérer avec les Russes, puisqu'il y a une expérience de longue date. Il y a des centaines de milliers, aux alentours de 600 000 étudiants qui ont fait leurs études à partir des années 60 en Union soviétique et après en Russie. Ce qui fait d'ailleurs de la Russie l'un des pays qui a un réseau dormant dans l'élite africaine, beaucoup qui ont été formés ici dans la médecine, des hauts cadres, des intellectuels. Vous avez parlé tout à l'heure de l'université Patrick Lumumba, c'est passé comme ça, mais moi ça a retenu mon attention. C'est la seule université européenne qui porte le nom d'un leader, d'un héros africain. Oui, malheureusement, pour nous tous, le nom de Lumumba a été enlevé dans les années 90 à cause de l'idéologie. On voulait se séparer pendant cette période, juste après la disparition de l'Union soviétique. Nous pensons aujourd'hui, et c'est la position non pas seulement du ministère des Affaires étrangères, mais de la société russe, qu'il faut rendre à cette université le nom de Lumumba, puisque c'est le symbole de la libération du continent africain. Et nous espérons qu'avant le début du deuxième sommet Russie-Afrique, on va rendre ce nom brillant à cette université. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, nous sommes bien à Moscou, à 2 pas du ministère des Affaires étrangères. Notre invité, Oleg Ozerov, c'est le monsieur Afrique de la Fédération de Russie, celui notamment qui est en charge du dossier Sochi 2, le fameux sommet Russie-Afrique. On a touché un mot sur les questions liées à l'énergie, sur les questions de formation. Quels sont les grands autres thèmes sur lesquels la Russie va pousser le vibrato à l'occasion de ce sommet à venir? Oui, vous savez, l'architecture de ce sommet sera bien différente du premier. Bien sûr, il y aura des sujets qui seront abordés inévitablement, ça veut dire les sujets de la stabilité dans le monde d'aujourd'hui, la construction du monde multipolaire, comme j'ai dit, la question de la souveraineté et de la liberté des peuples de choisir eux-mêmes le modèle de leur développement, le volet politique. Bien sûr, il y a plein de sujets là-bas, et les sujets très modernes, comme par exemple le sujet de cybersecurity. Oui, cybersécurité. Il y a des autres sujets qui sont très, très importants pour tout le monde, comme le sujet du climat, des changements de climat. On a déjà commencé à parler de cela, de l'énergie, des voies à choisir pour nous tous et comment coopérer et sur quelle base. C'est le sujet politique. Il y aura bien sûr le volet économique, et on a déjà abordé ce sujet. On peut parler de la coopération en matière d'énergie, d'infrastructure, des ressources naturelles, des engrais, de blé, de l'agriculture en général,
puisque nous pensons que l'Afrique peut devenir non pas seulement consommateur, mais producteur des ressources. Et justement, quand vous parlez d'engrais, ça me titille un tout petit peu, ça me fait penser à un sujet qui est une fois de plus dans l'actualité. C'est ces engrais russes en direction de l'Afrique qui ont été arraisonnés par une puissance antagoniste, la France notamment, sans réaction excessive de la Russie. Est-ce qu'on va se contenter de récriminations verbales quand on est face à des sujets qui ont un enjeu de souveraineté comme cela? Excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord avec vous, puisque nous avons réagi et cette réaction était positive. Il faut souvenir, il faut revenir un peu en arrière, regarder ce qui s'est passé au mois de juin. Au mois de juin, au début, fin mois de mai, à ce temps-là, à cause du conflit en Ukraine, les engrais et le blé de l'Ukraine et de la Russie ont débloqué. Oui. Alors, les Africains ont posé la question qu'il faut débloquer ce blé. Et vous savez qu'à la demande des Africains, le président actuel de l'Union africaine, M. Macky Sall, le président du Sénégal, est venu le 3 juin avec M. Moussa Faki Mahamat, le président de la commission africaine, de l'Union africaine. Ils sont venus à Sochi, où il y a eu une longue rencontre avec notre président. Et après cela, la Russie qui a répondu à cette demande des Africains, il y a eu un accord pour ouvrir la voie. Un corridor. Le corridor humanitaire, on peut le dire, pour faire passer le blé et les engrais, mais des deux côtés, de l'Ukraine et de la Russie. Malheureusement, on a vu que la porte, côté ukrainien, la porte a été ouverte, mais côté russe, malheureusement, les pays européens, surtout les pays, mais les Américains aussi, qui sont derrière tout cela, ont imposé les sanctions qui ne permettent pas à faire accéder ni le blé, ni les engrais au marché africain. Et nous avons fait pas mal de pas. Ça veut dire qu'on a prolongé, il y a 2 mois, on a prolongé cet accord pour donner le temps, surtout à l'ONU, de régler les problèmes avec les Européens et les Américains pour ouvrir les portes pour le blé et les engrais russes. Au milieu de cela, nous avons entendu dire de la part des Occidentaux que c'est la Russie qui bloque et qui est à l'origine de cette crise, mais ce n'est pas le cas. La vérité est que les engrais et le blé ont été bloqués et restent bloqués à cause des restrictions unilatérales et absolument sans fondement juridique de la part des Occidentaux. Alors on ne s'était pas très bien entendu, je disais la même chose, sauf que la Russie est une grande puissance. Si elle décide d'arraisonner des navires remplis de blé et puis d'engrais pour l'Afrique, et que ces navires sont arraisonnés par d'autres puissances, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une réaction plus virile. Pourquoi la Russie était permanemment soucieuse du droit international au moment où toutes les autres puissances le bafouent? Écoutez, il faut réajuster un peu la perception des choses. Ce n'est pas la Russie qui est incapable de faire quoi que ce soit. Mais nos engrais sont bloqués dans les ports européens. Les centaines de milliers de tonnes de ces engrais sont bloqués dans les ports de Lettonie, d'Estonie, à Rotterdam et cela. Ils sont devenus les otages de la politique occidentale. Vous voulez que quoi? On commence la guerre contre l'Europe pour ouvrir les portes? Non, ce n'est pas le cas. Il faut que ces restrictions soient levées. Et après cela, on peut parler du retour à la commerce normal, puisqu'il s'agit non pas seulement de cela, il y a les conditions pour le commerce mondial. Ça veut dire qu'il faut avoir les assurances pour les bateaux, qui est refusé. Il faut avoir le SWIFT,
qui doit fonctionner, qui a été coupé. Nos banques sont coupées de SWIFT. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas échanger des communications financières avec les autres banques. Mais la Russie même a sa propre ingénierie financière, le système FP. Oui, nous avons notre propre système et nous travaillons. C'est une des réponses à cette question. Nous travaillons pour relancer ce système, ou relancer avec certains pays africains. Et l'autre question qui est en train d'être réglée, et nous sommes en train de mener les pourparlers avec les autres pays, c'est que commencer le commerce en devise nationale. Donc bientôt, on va vers une généralisation de la carte mire, par exemple? J'espère. Il faut le faire, puisque c'est une voie à suivre. Une voie à suivre.